On y est, le dernier podcast Made in Foot de la saison en Ligue 1. Après vous avoir raconté un peu les coulisses et puis analysé tous les matchs pendant plus de, 15-20 semaines, on se retrouve pour ce dernier podcast de la saison qui s'est terminé hier soir avec le sacre du LOSC dans cette dernière journée pour analyser cette 38e journée, revenir sur les faits marquants et les trophées MIF. La première fois qu'on fait nos trophées MIF pour cette saison. Je ne suis pas tout seul, on est 5 aujourd'hui pour analyser cette 38e journée. Et pour commencer, je suis avec quelqu'un qui pourra pas parler de Ligue 1 l'année prochaine, c'est Leandro. Salut Leandro. Salut tout le monde, je pourrais toujours parler Ligue 1, malheureusement je parlerai juste pas du Nîmes Olympique. Oui, voilà, c'est ça, c'est quoi. On sera un fervent supporter du Clermont Foot 63, voilà, en honneur à notre camarade Max. Merci. Salut Max, ça va? Toi, ça va, ça va. Clermont en Ligue 1 l'année pro, de toute façon tu vas nous en reparler. Et puis Monaco, 3ème de Ligue 1, on peut le dire. Une année parfaite. La Ligue des Champions, ouais, année parfaite, ou presque. Maintenant, on va supporter Manchester United, parce que si Manchester United remporte la finale de Ligue Europa contre Villarreal, Monaco n'aura même pas à passer par le 3e tour de qualification et les barrages, et sera qualifié d'office, donc on va suivre ça de près. Mais ouais, c'est vrai que sportivement parlant, c'était une saison incroyable pour moi. Mes deux équipes m'ont fait manger Gucci. À côté, on retrouve lui. Alors Lucas, lui, il a mangé Gucci en fin de saison, mais pendant longtemps, il a mangé plus Wish que Gucci. Ouais, mais j'ai surtout mangé FC Procuration là sur cette dernière journée. Mais bon, salut à tous. On va passer rapidement à autre chose, je pense. Ah oui, c'est vrai que le FC Procuration, hier, toi, tant pour Paris que pour Lyon, c'était agréable. Ouais, non, moi perso, j'ai bien dormi. J'ai plus été tracassé par la défaite d'Enix que par le match nul de l'OM. Ok, ça marche. Et enfin, on retrouve Doumam. Salut Doumam. Alors, Doumam, toi, bon, le PSG 2e, Montpellier 8e, à 4 points de l'Europe seulement. Il y a des regrets quand même côté Payadin. Ah, il y a des regrets côté Payadin et il y a aussi des regrets côté parisien, forcément. Quand tu perds le titre à 1 point et que effectivement t'es pas européen à 4 points, voilà, c'est une saison en demi-teinte, un peu déçu quand même, que ce soit pour le titre pour Paris, mais aussi pour l'Europe avec Montpellier. Dommage, mais voilà, il y a une autre saison à faire l'année prochaine. En tout cas, très content de faire ce dernier podcast avec les MIF Awards qui s'annoncent palpitants. T'avais l'air emballé quand je t'ai proposé l'idée là. De ouf. Allez, on en reparle. Attends, ce que je raconterai tout à l'heure, c'est la conversation que t'as eu avec moi. J'ai l'impression que là tu votais au présidentiel parce qu'il est revenu sur ses choix. Ah ouais, non, fallait que je fasse les choses bien, tu vois. C'est vrai. On en parlera après. Ouais, du coup, avant ça, on va revenir sur cette 38e journée de Ligue 1. Voilà, moi qui étais devenu le premier fan de Stéphane Moulin, Pep Moulin comme on l'appelait pendant une semaine. J'étais déçu d'Angers. Le SCO d'Angers, enfin l'Angers SCO comme dirait Maxime, n'a pas réalisé l'exploit de battre le LOSC hier au stade Raymond Kopa pour la dernière de Stéphane Moulin au club. Après quoi, c'est plus de 10 ans là-bas, Maxime, c'est ça? Bon, Maxime, si. Oui, je crois. Ouais. Si. Je t'ai posé une colle sur Angers, quoi. Mais en fait, j'hésite entre 9 et 10 ans. Mais ouais, il me semble que c'était... Une dizaine d'années. On va gruger, on va dire une dizaine d'années au club. Du coup, voilà, le LOSC en plus s'est rendu la tâche assez facile. Je sais pas qui veut parler du LOSC, mais au final, ils ont tremblé quoi, 1 minute en toute fin de match, mais dès la 10e minute, c'était assez plié quoi pour Lille avec l'ouverture du score de Joe David. À la mi-temps, juste avant la mi-temps, Boura qui démarre sur penalty, met le LOSC à l'abri en toute fin de match. Fulgini rétue la marque à la 90e plus 2, mais au final, même peu le temps de trembler pour les Lillois. Angers s'est résigné, puis voilà, le titre de champion de France pour Lille. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Vas-y Maxime, je vois que t'as ouvert ton micro. J'ai ouvert mon micro parce que du coup Stéphane Moulin est arrivé en 2011, donc ça fait bien 10 ans qu'il était au SCO. Et hier, comme tu l'as dit, Lille en fait a pas tremblé parce que Lille n'a pas voulu trembler et s'est rendu le match facile quoi. Et ouvrir le score dès la 10e minute de jeu, tu t'enlèves une épine du pied, tu vas jouer plus relâché. C'est ce qu'ils ont fait même en faisant le break. Au final, Jonathan David hier qui est pour moi l'homme du match parce que il marque un but et il obtient un penalty. Lui qui a eu un peu des difficultés en début de saison, c'est un peu le symbole de cette équipe lilloise et un peu du coaching de Christophe Galtier, tu vois.
C'est-à-dire qu'il, malgré ses difficultés, pas dans le jeu parce qu'il a toujours été bon et toujours été bon, il a toujours fluidifié le jeu. Devant le but, c'était moins ça. Au final, il termine cette saison avec 13 buts. Pour quelqu'un qui découvre le championnat de France de Ligue 1, nouvel environnement, et ça à 21 ans, bah c'est quelque chose au final, c'est remarquable. Et non, c'est mérité parce que Lille, tout au long de la saison, a montré que c'était une équipe, premièrement défensivement, qui était très solide, avec un Mike Maignan qui a été décisif tout au long de la saison, une charnière composé donc du coup de Botman et Fonte, un jeune qui venait d'arriver pareil et un mec expérimenté, et au final c'est à l'image de cette équipe lilloise avec des mecs comme Benjamin André, comme Burak Yilmaz devant. En fait t'avais une ossature composée de, pas de briscard mais presque, et à côté des jeunes pleins de talent, je l'ai dit, David devant, même hier Renato Sanchez, c'est lui qui dynamite un peu cette rencontre, ce qu'il fait sur le premier but. Même avant la passe, déjà juste comment il percute, alors que cette saison il a quand même beaucoup joué dans le 4-4 de Lillois, il a joué milieu droit, alors que c'est pas son poste, mais même là il s'est distingué parce que techniquement il a un bagage qui lui permet de s'en sortir. Après c'est un peu le 4-4-2 ou le milieu droit ou gauche de Deschamps, quoi, genre qui aime bien mettre un milieu central, relayeur à droite pour un peu bouger son animation. Et du coup, pour terminer, c'est juste que cette équipe, comme je l'ai dit, composée de mecs d'expérience et de jeunes, au final a été composée par un homme qui aujourd'hui n'est plus au club, mais c'est Luis Campos. Et ce titre, il lui revient quand même un peu aussi, parce que sans ça, Lille n'aurait pas été champion. Et aujourd'hui, après, grand bravo aussi à Christophe Galtier, parce que c'est bien beau d'avoir un groupe, on l'a vu dans d'autres clubs de Ligue 1 par exemple, qui ont terminé 4e, t'as beau avoir des bons joueurs à disposition, si t'es pas capable de les faire jouer ensemble et de gérer ton effectif, un groupe, pas 11 joueurs, un groupe, tu t'arriveras à rien. Et au final, Lille a su parfaitement gérer ça et se retrouve champion de France pour du coup la 4e fois de leur histoire, la première depuis 2011 et depuis Rudy Garcia du coup. Avant de laisser la parole à Douma, mais il y a aussi le titre, il est aussi en grande partie dû à Loïc Rémy, qui a refusé de signer sa prolongation de contrat au LOSC, qui a amené l'arrivée de Burak Yilmaz. Ça aussi, c'est quand même un grand moment du LOSC cette saison. Assez impressionnant ça quand même, franchement, comme quoi le football ça se joue vraiment à pas grand chose, parce que à mon avis, avec tout le respect que j'ai pour Loïc Rémy, je pense pas que son apport aurait été aussi important que ce qu'a été l'apport de Burak, le roi Burak, clairement. Même ma femme, elle me dit le roi Burak a marqué. Donc, pour vous dire à quel moment, voilà quoi. Dès le début de l'année, moi je l'ai vu et c'est vrai que ça a été un coup de cœur. C'est vraiment un super joueur, et ce qu'il a apporté sur et en dehors du terrain, à mon avis, a clairement fait la différence. Quand on a un joueur comme ça, 35 ans, qui a toujours faim, qui a déjà été champion 2 fois avec Galatasaray et qui a toujours cette rage de vaincre, qui a, à mon avis, c'est quelque chose au quotidien, quoi. Il a amené le groupe avec lui. Et comme l'a très bien dit Max, c'était vraiment une parfaite osmose entre l'expérience et la jeunesse. Et c'est vrai que Renato Sanchez, c'est ça en fait, c'est vrai qu'on est obligé un peu de faire le parallèle avec effectivement cette équipe qui a fini 4e, avec un effectif qui était quasiment peut-être même meilleur. Franchement, l'effectif de Lyon, si on regarde bien, c'est peut-être meilleur. Mais la gestion du groupe, c'est là où Galtier a pour moi fait une masterclass. Il a fait une gestion du groupe parfaite. Renato Sanchez hier, qui est décisif, qui est très très fort, on le voit qu'il est trop fort. À un moment donné, il fait un rush là, il part tout seul, et après il veut tellement tuer le gardien qu'il frappe mais qu'il tire au-dessus. Mais dans les prises de balles qu'il a, dans la capacité qu'il a d'éliminer, en fait on voit que c'est un joueur au-dessus. Mais Galtier, quand il allait pas bien, quand il était pas au top, il a pas hésité à le mettre sur le banc. Et pour mettre un Cheka ou un André ou un Soumaré, ça l'a pas empêché après quand même de les sentir impliqués. Il a quand même réussi à impliquer tout le monde, et c'est ça qui fait la différence. On gagne pas un titre à 11 joueurs, on gagne un titre à 16, 17, 18 joueurs. Et c'est ce qu'a très bien fait Galtier. Même Bradaric, qui n'était pas forcément le joueur le plus fort, qui a même eu des difficultés cette année, il a quand même fait jouer, il a quand même donné de la confiance pour qu'il se sente impliqué dans ce projet d'aller chercher le titre, et c'est vraiment c'est génial. Et oui,
comme Max l'a dit, une grosse dédicace forcément à Luis Campos, que j'appelle l'architecte. C'est clairement lui qui a monté cette équipe et qui avait aussi monté l'équipe de Monaco, si on se souvient bien, qui avait aussi bien embêté le PSG, et c'est lui aussi qui était à l'époque responsable de ce recrutement-là. Donc quand même, ça fait quand même 2 fois que c'est la preuve quand même que c'est un mec super compétent, quoi. Bravo à Lille, bravo au LOSC, bravo à... Qui est-ce qui avait dit que Lille allait être champion déjà? Bon, moi, je sais que... Tous sauf moi. Hein. Donc, bravo les gars de la Dream Team Made in Foot. Lucas, tu parlais du FC Procuration. Nos confrères de la Provence l'ont clairement affiché à la une du jour. T'en as pensé quoi, toi aussi? Tu te sens presque un peu champion grâce à Galtier? Non, pas autant. C'était une envie, je pense, de glisser un petit tacle et de créer un petit peu de polémique, je pense. Mais par contre, ouais, vraiment content pour Galtier. Parce que au-delà du fait qu'il soit effectivement marseillais et ancien joueur de l'OM, c'est surtout un garçon qui tout le long de sa carrière a eu des bons joueurs, mais chaque été, dès qu'il y avait un mec qui arrivait à mettre plus de 5 buts ou à aligner plus de 2 passes, on était obligé de le vendre, que ce soit à Saint-Etienne ou au LOSC. Et après des années de travail et là un projet, on va dire, enfin cohérent, et la chance, effectivement, comme l'a dit Maxime Edoumam, d'avoir Luis Campos à la manœuvre de tout ça, ben, il a eu enfin un vrai groupe, et il en a fait vraiment une équipe redoutable, parce que elle termine championne de France, elle a pris des points à tous les gros, elle a proposé un football qu'on qualifie de pragmatique, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment ce côté, c'est pas comme l'AS Monaco où on avait l'impression de voir rouleau compresseur, mais toujours très sûr d'elle. Bizarrement, après le match nul à Lens, d'ailleurs, Burakine Baz le dit, vous verrez, il n'y a pas de souci, on sera champion de France, et c'est la sensation en fait qui faisait que moi et certainement les autres aussi, on les prédisait champion. C'est une équipe qui n'a jamais douté, qui était très sûre d'elle, sûre de ses forces, et parce que tu as un groupe qui est parfaitement composé de jeunes talents, d'éléments un peu plus expérimentés, et à la baguette, t'as Galette qui a fait du super boulot, donc félicitations à eux. À voir maintenant ce que va donner la suite avec ce qui se passe à la tête du club. Ce qui est intéressant aussi pour Galtier, c'est que quand tu le vois à Saint-Etienne et à Lille, tu as une progression aussi de sa part. Et c'est dans le fait de s'être aussi entouré d'adjoints étrangers. Il y a eu Sacramento qui lui a pas mal apporté aussi à ses débuts au LOSC, là, avant qu'il parte à Tottenham. Et Galtier a réussi à s'inspirer, à s'adapter un peu pour devenir un coach un peu plus complet avec l'apport étranger. Je sais pas si Maxime, t'en penses que tu penses pareil, ou Leandro par exemple. Bah, c'est pas que je pense pareil, c'est que lui-même l'a reconnu en interview. Je crois que c'était pour France Football, mais j'ai pas le souvenir exact. Mais oui, lui-même a reconnu que il avait, à travers ses expériences avec des personnes d'un staff étranger, avait progressé dans sa vision du coaching, quoi, d'un entraîneur d'un groupe. Donc tout simplement, quand on voit qu'après qu'on a en France des déclarations des présidents de l'UNECATF, etc., comme quoi les entraîneurs français n'ont rien à envier. Oui, certains. Il a recommencé aujourd'hui sur le titre d'ailleurs. Oui, mais c'est pour ça que je te parle de ça. Ah, oui. C'est pour ça que je te parle de ça, parce qu'au final, il félicite du coup Galtier et Garcia qui finissent 1 et 4, mais pas Pochettino et Kovac qui finissent 2 et 3. Bref, juste ça, mais oui, non, Galtier, grand bravo à Lille, c'est mérité au final sur l'ensemble de la saison. Donc grand bravo. Leandro, je trouve que même, c'est vrai. Excuse-moi. Vas-y, Leandro. Non, dire si Leandro voulait glisser un petit mot sur Lille ou toi, la tête, ça t'intéresse pas, toi? Non, mais c'est que pour le coup, un peu comme ce que vous avez dit, je suis content pour Galtier, je suis content pour l'équipe. J'ai aucune affinité avec le LOSC, mais cette saison, on est tous un peu à un moment donné tombés sous le charme d'un joueur ou d'un truc. Moi, c'est surtout Burak Yilmaz pour qui je voulais qu'il gagne, parce que je trouvais l'histoire incroyable de débarquer en Europe et tout ce qu'il a fait derrière. Enfin, voilà, non, les félicitations à Lille. Et sur le côté coaching, je pense que ne serait-ce que d'un point de vue communication, avoir des mecs qui viennent un peu de plein de pays, tu vois, ça te permet de communiquer avec tous les joueurs. Et t'as pas forcément cette barrière de la langue où à chaque fois les gens, chaque fois dans le foot, ça dit il faudrait que tout le monde parle anglais, etc., etc. Mais des fois, t'en as qui le parlent pas, tout simplement. Donc le fait d'avoir un portugais, d'avoir un autre coach, etc., qui va venir parler, pouvoir discuter dans la même langue que le joueur,
ça peut mettre les joueurs en confiance. Donc ouais, je trouve que c'est pas mal ce qu'il a fait Galtier. Vas-y, Doumam, pour finir sur Lille, là, tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi je trouve que justement, contrairement à d'autres entraîneurs qui sont très imbus d'eux-mêmes et qui pensent qu'on n'a pas à s'inspirer de cultures différentes ou d'entraîneurs étrangers. Au contraire, Galtier, lui, justement, a su prendre du recul par rapport à ça, et lui, il s'est vachement inspiré justement de ses adjoints portugais et espagnols, et de Campos aussi, pour arriver à ce nouveau football. Moi, je me souviens très bien de Galtier qui jouait à Saint-Etienne, qui avait certes pas les mêmes joueurs, mais avec des joueurs différents, à chaque fois, a su s'adapter par rapport à ce qu'il avait, et nous a proposé un jeu offensif. Soit c'était l'année dernière un jeu de transition, et là, en plus de ça, un peu plus de possession et aussi de la transition. Bref, on est vraiment face à un coach justement qui a su se mettre en question et qui a su justement tirer le meilleur des cultures différentes, des cultures footballistiques différentes. C'est ça qui a permis de l'aider, quoi. Ouais, on va pouvoir enchaîner, je pense, sur le PSG, du coup, dauphin du LOSC. Du coup, pas de miracle pour Paris. Le PSG a fait pourtant le travail face à Brest hier, une victoire 2-0, qui aurait pu être encore plus simple, Doumam, pour le PSG, si Neymar avait mis son penalty très rapidement dans le match. C'est quoi, dès la 10-15e minute, on va dire? Ouais, Oui, un penalty pour lui sur une faute provoquée par 19, merci, sur une faute provoquée par Romain Fèvre. Alors Romain Fèvre hier, il a passé son entretien d'embauche pour le PSG, je pense. Le pauvre. Bah, il provoque le penalty. On se dit penalty, normalement quand il y a Neymar dans l'équipe, il en avait raté qu'un au PSG, c'est dedans. Et bah là, certains vont mettre en lumière la feinte de l'Arseneur qui s'est décalé tout à droite de son but. Et donc du coup qui a laissé les 3/4 du but ouvert pour Neymar, et Neymar tire à côté ras du poteau. Donc tu vas en parler de ça, c'était l'un des premiers trucs que tu m'as parlé quand t'es arrivé sur le salon là. Ah oui, non, mais pour moi clairement il a fait une Michael Landreau, Ronaldinho, il a fait un remake, et ça a marché. Ronaldinho avait tiré au-dessus la lucarne en tirant plus fort, et là Neymar il a tiré à côté, et je pense vraiment que pour moi ça l'a vraiment perturbé, à mon avis, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est Neymar toujours qui arrive avec ce jeu un peu de regard, et il arrive à rentrer dans la tête des gardiens. Les gardiens, ils savent même plus où est-ce qu'ils peuvent plonger ou pas plonger, ou je sais pas. Et ben là, c'est l'Arseneur. Et ben il a tenté un coup de poker. S'il l'avait mise, et ben tout le monde dirait qu'est-ce qu'il fait. Mais là, il a tenté, il a réussi. Et j'ai lu une interview d'ailleurs, une réaction d'après-match de lui, où il disait que ça fait depuis le début de l'année qu'il pense à ça, en disant si Neymar me fait un penalty, je vais faire la même chose, et que Landreau, et ça a marché pour lui. Donc voilà, moi je tire quand même mon coup de chapeau à l'Arseneur pour ce coup. Vraiment, j'étais très surpris qu'il fasse ça, et vraiment ça m'a même limite replongé en enfance, quoi. Je me suis dit, Landreau, qu'est-ce qu'il fait? Et là c'était l'Arseneur. Donc vraiment bravo. Et pour moi personnellement, vu comment Neymar a toujours, c'est son exercice favori, qu'il pleuve ou qu'il nante ou qu'il vente, qu'il neige, il met toujours les pénaltys, et là à mon avis vraiment pour ma part ça l'a perturbé. Quelqu'un veut revenir dessus? Leandro, par exemple, tu l'as vu toi ce penalty, t'en as pensé quoi? Ouais, mais pour le coup moi j'avais pas la ref. Mais du coup quand je l'ai vu en live, ouais, j'ai vu tout le monde qui en a parlé. D'ailleurs derrière j'ai pas revu ce fameux penalty avec Landreau. Mais ouais, mais c'était fou de voir, parce que c'était trop drôle, parce que derrière il y avait pas mal de gens qui avaient dit sur Twitter et tout, j'avais vu plein de tweets en mode Neymar est arrivé à l'apogée du tir en penalty, il a perfectionné, il sait qu'il se loupe pas, machin. Et au final ce soir-là, le soir où il faut pas le louper, l'Arseneur fait le taf. Donc non, c'était drôle, plus drôle qu'autre chose. Après j'ai pas de réelle analyse dessus, quoi. Ok, Maxime, toi tu sais que c'est un truc qui t'a bien fait rire, ce penalty raté. Bah ça m'a fait rire, c'est l'Arseneur, le coup de bluff qui propose, quoi, parce que faut avoir un peu des coronesses, on va dire, parce que Brest joue son maintien hier.
Et Ouais. si tu te rates, tu t'es mené 1-0. Bon, au final, c'est ce qu'il adviendra plus tard dans le match. Mais Ouais, il aurait dû rester à ce Non. poteau-là après. ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais tu vois, en plus, après match, du coup, il a dit qu'il y avait pensé depuis déjà un petit Ouais. moment. Donc, c'était préparé, quoi. Donc après, ouais, Ouais, après, voilà. comme comme dit tu dis, Toumam, il c'est aurait un truc que t'es obligé de tenter, quoi. De toute façon, tu sais, sinon, t'as 9 chances sur 10, de toute façon, qui te piège avec sa manière de tirer, donc... Non, mais voilà, après, comme tu l'as dit, là, ça lui a souri, mais bon, après, ouais, il se prend un corner rentrant de Di Maria, la spéciale. Bon, qui Encore est contré par légèrement Romain dé- Fèvre. Ouais, voilà, qui est dévié par Fèvre, mais bon, au final, il a fait que repousser l'échéance, mais bon, au final, ouais, Paris, c'était un match. De toute façon, peu importe le résultat, de toute façon, vu que Ouais, Lille a gagné, ouais. c'était terminé, quoi. Il n'y a pas grande analyse à faire de ce Brest. De toute façon, on le sent jusqu'au but du PSG, du coup, Paris y croyait, et puis on voit qu'après la mi-temps, ils ont compris qu'il y avait 2-0 pour Lille, que Yilmaz venait de marquer. De toute façon, ils rentrent au vestiaire, Yilmaz n'avait pas encore marqué le penalty, donc ils ont dû être au courant en rentrant au vestiaire, quoi. Enfin, dans le vestiaire. Et tu vois qu'ils reviennent en deuxième mi-temps, ils en ont rien à foutre du match, parce que je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais pendant plus de 20 minutes, Paris fout rien. T'as deux grosses alertes avec Charbonnier et Fèvre, justement, que Navas repousse là, des jambes, là. Ah ouais, Et après, il du fait coup, deux gros arrêts, Navas. Ouais, du coup, après, il y a le but d'Mbappé, mais tu vois qu'au retour des vestiaires, ils sont plus du tout animés par une envie de gagner, quoi. Ouais, non, c'est pas la même chose. Que le titre était perdu, quoi. C'est clair, c'est pas la même chose et c'est dommage. Mais d'un côté, c'est vrai que quand tu as Yilmaz qui marque ce deuxième but et eux, ils ont été au courant, comme tu l'as dit, je pense, dans les vestiaires, forcément, ça change tout. Ça change tout parce qu'ils savent que est-ce que Angers va revenir, ils savent très bien que non. Donc voilà. Mais de toute façon, on sait très bien qu'ils ne le perdent pas là-dessus, hein, le match. Ils le perdent sur l'insuffisance qu'ils ont eue sur pas mal de matchs, 8 défaites cette saison, si je me trompe pas. 8 défaites, hein, c'est bien ça. Donc Oui, forcément, ouais, 8 défaites. c'est beaucoup trop à ce niveau-là. Donc forcément, ça va pas les aider. Et malheureusement, ça a été une déception un peu quand même cette année. Malgré, bien entendu, le 41e but de Kylian cette année. Enfin, c'est incroyable, quoi. Moi, je trouve même sur le but, il accélère, il fait une double accélération, là. Enfin, bref. Trop fort et lui effectivement a tout donné pour que son équipe aille au bout. Malheureusement ça n'a pas marché, ça n'a pas suffi. Maintenant il y a une intersaison qui va être charnière je pense pour Paris. Tu gagnes que la Coupe de France cette année et le Trophée des Champions. Tu loupes la Ligue 1 et tu loupes la Ligue des Champions. Tu vas en demi-finale certes, mais bon, tu te fais sortir un peu 2-1, 2-0. Pas terrible non plus, quoi. Contre City, la demi-finale était quand même assez décevante. Paris est un tournant de son projet, avec la prolongation d'Mbappé qui tarde, qui traîne. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour du club, ça parle beaucoup. Même si Nasser, avec son flegme, moi il me tue Nasser. Mbappé, non, il va rester et tout. Enfin, tu vois, moi il me régale, mais c'est pour essayer de rajouter un peu de positivisme, à mon avis, je pense, à ce qui se passe en ce moment à Paris, mais ça va être compliqué. Ouais, on va enchaîner vite fait avec Monaco, pardon, Maxime. Monaco pendant un temps était quasi obligé de gagner pour s'assurer une place en Ligue des Champions, puis au final merci Lyon. Ouais, merci Lyon. Monaco hier ultra dominateur. Vraiment, si on pouvait peut-être dire qu'il y avait un coup de moins bien sur ces dernières semaines, hier ça s'est pas du tout vu. Parce que vraiment dès le début de match ils ont dominé, ils ont manqué vraiment de réalisme à l'image de Ben Yedder qui a raté plusieurs face à face avec le cas, c'est pas à son habitude, mais bon, au final sans conséquence. Et Monaco a même concédé un petit poteau à 15 minutes du terme sur une frappe de Fofana, mais ouais, sans conséquence. Puis ironie un peu du football, quoi, c'est le rival l'OGC Nice qui permet à l'AS Monaco de pas s'en mordre les doigts d'avoir fait match nul à Lens, parce que dans le même temps du coup Nice est allé gagner 3-2 à Lyon. Surprenant parce que
Nice je vais pas dire pour habitude, mais avait lâché un match un peu face à Lille. Ouais, voilà, c'est qu'il y a 6 semaines, un peu moins, il y a un mois, les Ultras avaient demandé aux Niçois de perdre face à Monaco, et là, par contre, on a envoyé Monaco en Ligue des Champions, visiblement, ça change plus, quoi. Enfin, ça choque plus. Je sais pas. Après, tant mieux parce que non, mais même pas pour Monaco, juste pour pour le sport, le respect, quoi. Oui, voilà. Juste ça. Et parce que aussi Nice a quand même raté sa saison et que tu termines sur une bonne note en battant Lyon. C'est un point positif pour le gym qui a malheureusement, d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais perdu du coup Alexis Claude Maurice qui s'est fracturé le péroné. On se posait la question le lundi dernier. Mais ouais, hier tu vois ils sont menés 2 fois en plus après un doublé de Toko Ekambi à chaque fois magnifiquement servi par Memphis. Ça pouvait pas tourner bien, hein. Quand t'as un doublé de Toko Ekambi dans un match important pour t'emmener en Ligue des Champions, il fallait être puni juste après, quoi. Ouais, après voilà, ils prennent le deuxième but qu'ils prennent sur la frappe de Camara, elle est magnifique, elle est surpuissante, tout ce que vous voulez, mais pour moi c'est pareil, c'est à l'image de Lyon cette année, Lopez est pas décisif. Ah bah non. Oui. Je reste persuadé que si cette frappe, si on est 2 ans en arrière, il y a pas but parce que Lopez la sort. Là hier, pour moi il peut la sortir, quoi. Ouais, elle est bizarre un peu la frappe, elle flotte un peu. Elle flotte, je suis d'accord avec toi. Au dernier moment, tu vois, elle sort de ses gants en fait. Elle est un peu. Il est plus. C'est pour ça, je te dis pas qu'il est responsable. Je te dis juste. Mais il est pas décisif. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et après, comme un symbole. Après, comme un symbole, c'est Amiguiri au coup franc, lui que l'OL n'a pas gardé, et une tête de Saliba, un ancien Stéphanois, qui vient anéantir les rêves de Ligue des Champions de l'OL. C'est triste pour les supporters parce que avec l'effectif que Lyon a, il devait faire mieux. Avec un match par semaine, il devait faire mieux. On l'a dit, on l'a répété tout au long de l'année sur ce podcast, mais au final, Lyon ira en Europa League. Et de ce que j'ai lu de la part de Romain Molina sur Twitter, c'était un peu la panique à l'OL, parce que c'était pas une option qu'ils envisageaient de ne pas aller en Ligue des Champions, et qu'au final, peut-être que certains joueurs seront bradés. Mais là, ça m'a fait penser à un petit débat, pas vraiment parallèle, mais hier, on a assisté au dernier match de Rudy Garcia et de Memphis Depay, et quand on voit les sorties des deux, c'est lunaire. Memphis, il est dégoûté, limite à chialer de son dernier match, de pas emmener Lyon en Ligue des Champions. Il en peut plus, il est dépité, tu vois qu'il en a ras-le-bol, et il dit, c'est à l'image de notre saison, en gros, on peut pas jouer comme ça et tout. Et Rudy Garcia de son côté fait son show en conférence de presse en disant que c'est lui qui veut pas continuer à Lyon, alors que ça doit faire depuis 3 ou 4 mois qu'on l'a prévenu qu'il allait pas prolonger, et qui renverse un peu la tendance en disant que c'est de la faute de l'OL, ou enfin du moins qu'il n'y a pas les conditions pour. Alors je pense que les conditions, c'est juste qu'il n'est pas aimé des supporters, mais bon, quand tu fais une 7ème place et une 4ème place alors que tu joues un match par semaine cette saison, c'est difficile d'avoir le soutien des supporters, quoi. En tout cas pas à Lyon. Mais je trouve que le contraste entre Memphis Depay, qui est dégoûté de son dernier match à Lyon parce qu'il perd, et Rudy Garcia qui en a clairement rien à foutre et qui fait passer sa petite personne avant tout. Tu vois, genre Depay, il parle à Canal, et même en conf après, on lui pose des questions sur son avenir, il dit c'est même pas le moment d'en parler, je dois me concentrer sur la sélection, mais il a même pas envie de parler de ce qui de son cas perso, quoi. Ce qui le fait chier, c'est de laisser Lyon en Ligue Europa alors qu'il voulait les emmener en Ligue des Champions, et vu sa saison, lui, dans tous les cas, il a fait son taf, quoi. Il a rien à se reprocher, hein. Et c'est vrai que Memphis, il a limite les larmes aux yeux, quoi, quand il parle, quoi. Tu sens qu'il est vraiment touché. Hein. Tu sens qu'il est vraiment touché par ça, qu'il a tout fait. Le mec, il se démène, il fait 2 passes décisives dans ce match. Mais voilà, il se tire une balle dans le pied, et comme un symbole un peu, effectivement, on a ce superbe coup franc ce superbe coup franc de Gouiri qui est magnifique et qui est super bien tiré, et qui d'ailleurs fait un bon match, hein. Mais malheureusement, quand on voit par exemple Cherki, comment Cherki rentre dans ce match, il a une frappe à un moment du droit, mais qui est captée tranquillement par Benitez. Et la différence est là, en fait, c'est qu'il n'a pas su, par rapport à Galtier, justement, dont on parlait tout à l'heure, il n'a pas su impliquer son groupe à 150%, alors qu'il aurait dû, alors qu'il a une meilleure qualité. Il a plus de qualité que Lille dans son effectif. Et c'est ça qui est terrible, en fait. Et
Franchement, je suis vraiment assez surpris, un peu triste pour Lyon. Et c'est vrai qu'eux aussi sont à un moment charnière. Et c'est quand même terrible. Normalement, Lyon, ça aurait dû être la puissance qui doit concurrencer Paris chaque année. Et ça fait quand même, ça commence à faire quelques années quand même que c'est plus le cas, quoi. Donc, inquiétant pour Lyon. Mais alors, Rudy Garcia, moi, quand j'ai vu son interview, j'ai trouvé ça tellement mais scandaleux. Franchement, si les supporters lyonnais, en regardant ça, ils ont dû devenir fous, quoi. Franchement, il a pas du tout respecté le club à la fin. Ouais, ça veut dire quoi ça? Ouais, si j'ai une proposition du club, de toute façon, je la déclinerai. Mais bien sûr. Non, mais franchement, c'est vraiment. Après, j'étais je choqué. comprends, Non, mais moi, j'étais vraiment choqué. Il y a un poste de libre à Strasbourg où ça peut être pas mal. Ou devenir l'adjoint de Gérald Batic l'arranger, quoi, tu vois. C'est peut-être pour ça qu'il refuse. Lucas, toi, t'en as. Vas-y, Landreau. Sincèrement, hein, je vais être un peu plus virulent, mais c'est vraiment une réelle honte ce qui s'est passé cette saison à Lyon. Et je peux comprendre la déception des supporters, parce que quand tu te rends compte qu'avec un seul match par semaine, t'arrives pas à faire mieux que cette foutue 5ème place, là, c'est honteux. 4ème place. Oula, attention. My bad, 5ème, c'est Marseille. Non, mais c'est honteux, tu vois. C'est honteux ce qui s'est passé. C'est honteux ce que fait Rudy Garcia en déclat. J'espère que les clubs, enfin, même si je suis pas sûr qu'il y en aurait beaucoup, qui seraient intéressés par son profil, se posent des questions. Parce que, en plus de ne pas respecter l'écusson qui représentait encore hier, hein, ni ses joueurs, c'était vraiment, mais alors, très 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 honteux comme déclaration pour les supporters. Pitoyable. Non, mais c'est une fin de sortie pitoyable après 2 ans là. Non, mais moi, c'est surtout pour les supporters. Putain, tu peux pas te permettre d'être aussi égocentrique et aussi. Enfin, c'était à la limite d'être malveillant, tu vois, parce que c'est toi le fautif dans l'histoire. Arrête d'essayer de faire le mec. Ça fait 3 mois, on le sait. Enfin, Olas, tu vois, peut-être qu'Olas, dans le fond, il a mal fait de pas dire il y a 3 mois qu'il fallait le virer. Parce que du coup, ça aurait. Enfin, tu vois, on n'aurait pas eu tout ce sketch. Mais c'était un réel sketch, quoi. Genre, vraiment, je pense qu'il a été mis au courant, lui. Si Olas l'a pas dit dans la presse, peut-être. Mais c'est juste que là, Garcia veut un peu sauver pas les meubles, mais tu veux sauver un peu son cul, sa réputation, alors que c'est tout le contraire, quoi. C'est tout le contraire, quoi. Bah oui. Non, mais vraiment, Rudy Garcia, jusqu'à hier, je l'aimais pas trop. Et alors aujourd'hui, je le déteste. Sincèrement, vraiment horrible. Vraiment, un affreux personnage. Attends, Lucas, je pense qu'il est bien placé aussi pour parler des discours de fin de Rudy Garcia. Toi, t'as pas été étonné, toi, Lucas, de voir tout ça hier? Non, j'ai pas été étonné parce que c'est quelqu'un qui ne se remet jamais en question, qui s'accable tout le temps plus sur l'état de la pelouse ou du niveau de l'arbitrage que sur ses choix en tant que coach. Ou si on ne compte pas Paris, on finit 2ème meilleure défense de l'équipe. Ouais, c'est ça. Non, mais il arrive à lire les classements dans le sens qu'il veut. Il est très fort. Il faisait un beau duo avec ton ancien président. Ouais, Rudy Garcia est parti en conflit de tous les clubs, que ce soit avec ses dirigeants ou avec ses joueurs. La seule personne avec qui il s'est bien entretenu, c'est Jacques Henriot, donc c'est quand même assez significatif. On en tirera les conclusions qu'on veut. Ouais, c'est ça. Voilà, faites comme lui et lisez cette information dans le sens que vous voulez. Moi, je trouve qu'elle est assez significative. Mais de toute façon, Leandro a tout dit. C'était honteux, c'était un manque de respect. Mais quand tu prends un coach qui t'a manqué de respect avant qu'il soit dans ton club, ça ne pouvait que se terminer comme ça. Prendre Rudy Garcia est un choix. Je crois que c'est l'une des rares choses sur lesquelles, à part le corporatisme français qui devait saluer le sauveur qui a débarrassé de Silvino, mais sinon tout le monde était d'accord pour dire que c'était le pire des choix. Ça n'avait aucun sens, sachant que tu as un effectif jeune qu'il déteste faire jouer des jeunes, que ta politique c'est le centre de formation, il ne fait jamais sortir des jeunes du centre, qu'il a déjà tenu des propos très négatifs sur ton institution. Le choix était mauvais du début à la fin, ça ne pouvait que se terminer comme ça, et le seul problème c'est que ça arrive à une 2e saison après que Lyon n'ait pas joué la Ligue des Champions, donc économiquement c'est très mauvais. Et symboliquement, c'est catastrophique. C'est catastrophique parce que t'as plein de signes en fait qui sont horribles. Genre, mine de rien, c'est l'équipe d'Amine Gouiri qui te prive de C1. C'est incroyable, mais c'est parce que la même équipe qui s'est fait défourailler par Dijon, ça faut bien le dire, ça. C'est très grave. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est mais oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas
manquer de respect comme ça aux gens. Tu peux pas manquer de respect aux joueurs, au club. Ça peut pas aller ça peut pas aller tout le temps dans ton sens. Lui, après derrière, il arrive à garder la face en mentant, et en inventant des trucs. Dès qu'il a un micro devant la bouche. Mais tout le monde le sait. Il a fait la même chose que ce qu'il a fait à Marseille. Il s'est jamais remis en question à aucun moment, alors que toute la saison depuis son arrivée, tout le monde répétait les mêmes choses. La gestion d'effectifs, le turnover, faire jouer plus les jeunes, il l'a jamais fait. Il l'a jamais fait. Et donc, malgré un effectif de qualité, qu'est-ce qui s'est passé? Sanction. Sanction. Et le seul problème, c'est que c'est qui va vraiment en pâtir de ses mauvais choix? Ça va être l'OL. Lui, il va trouver un nouveau contrat ailleurs. Et ça va peut-être commencer à être un petit peu inquiétant pour les Guns. C'est quand même vraiment, franchement, c'est terrible parce que moi, j'avais quand même une bonne image de Garcia à la base parce que j'étais quand même resté sur ce titre, justement. C'est le parallèle, c'est ça qui est marrant, quoi. C'est que 10 ans avant, il avait fait quand même gagner Lille avec un beau jeu, avec un Eden Hazard flamboyant, et ils avaient été champions de France un peu à la surprise générale, en jouant super bien avec des joueurs géniaux. Et là, plus ça va, plus il est en train de donner vraiment une sale image, quoi. Donc franchement, c'est vraiment c'est terrible, c'est vraiment terrible. Et c'est vrai qu'il y a une vague de haine. Moi, je comprenais pas trop cette vague de haine qu'il y avait contre lui avec les supporters lyonnais. Mais là, mais entre les supporters marseillais et les supporters lyonnais, franchement, en France, je pense que c'est fini pour lui, quoi. Et c'est dommage quand même, c'est terrible. Franchement, c'est beaucoup trop d'ego et pas de remise en question, et c'est pas bon pour le foot français. Mais bon, d'après Raymond Domenech, tous les entraîneurs français sont géniaux, il faut pas en parler. On est champions du monde, hein, donc il y a rien à dire. Je pense qu'on a fait le tour de ce Lyon, enfin en tout cas de la prise de parole ratée de Rudy Garcia. On va passer à Marseille rapidement, Lucas, de toute façon, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose à dire de ce match. Il s'est plus passé dans le temps additionnel que pendant toute la rencontre. Ouais, c'est ça. Ça servait à rien de regarder les 90 minutes. Les 14 minutes de temps additionnel étaient bien plus palpitantes que tout ce qu'on a vu avant, avec 3 pénaltys sifflés, mais que 2 accordés. En tout, je pense que mon avis, Canal va s'amuser à faire ça, à comptabiliser le nombre de minutes où la VAR est intervenue, mais je pense que ça a dû durer une bonne quinzaine de minutes. Et un penalty accordé à la 94e pour Metz, puis Alvaro qui subit une faute, mais l'arbitre siffle la fin du match. On regarde la VAR pendant 10 minutes, on reprend le match, on tire le penalty, l'OM égalise, après on siffle cette fois-ci définitivement la fin du match. Franchement, c'est à l'image de l'OM depuis des années et du club cette saison, quoi. C'était n'importe quoi, c'est incroyable, c'était vraiment... Enfin, je regardais ça, le match avait peu d'importance le résultat avait peu d'importance parce que Monaco avait fait le travail face au Lensois, mais c'était consternant. T'es là, il y a 2 équipes qui avaient pas envie de jouer, t'as une fin de match où ça bascule dans ton sens, tu sais pas comment, alors que t'as refusé de faire le jeu, tout comme les Messiens. Donc voilà, l'année prochaine ce sera l'Europa League. On va voir il va y avoir un grand ménage qui va être fait. Parce qu'il y a déjà... Au moins, t'évites la Conference League. Au moins. C'est le point positif, c'est ça. Ouais, t'évites la Conference League et je pense que pour une fois, j'ai la sensation que tout le monde est un petit peu en train de tirer dans le même sens et que ceux qui veulent pas rentrer vraiment dans le projet vont dégager. Donc ça mènera à ce que ça doit mener. Hein. On en parlait avec Leandro à l'époque de l'envahissement de la commanderie où c'est vrai que ça va être un pari parce que rebâtir une équipe, même si on t'assure que tu prends que des bons joueurs, changer un effectif à 80%, ça peut des fois être très mauvais. Donc voilà, au moins en tout cas, on va continuer à faire parler de nous et on va bien se marrer, je pense, l'année prochaine. Continuer à faire parler de nous. L'objectif de l'OM chaque année, c'est faire parler ça, de nous ce qu'on veut, c'est faire la de l'équipe. Hein. Et quand vous la faites, généralement, vous n'êtes pas content. C'est quand même ça le meilleur, le contraste marseillais. C'est ça, on se plaint d'être détesté, mais au fond, on adore être l'ennemi public numéro 1. Mais tu vois, bizarrement, je suis plus confiant, honnêtement, hein, par rapport à tous les mouvements qui sont faits en interne à Marseille, avec Sampaoli, avec Longoria, que voilà, vous connaissez mon amour que j'ai pour Longoria, avec tous les scouts qui sont recrutés. Tu vois, ça fait pas de bruit, mais ça travaille bien. Et Milik, enfin voilà quoi. Moi je trouve que peut-être que l'année prochaine, Marseille, en tout cas, je trouve que le projet de club
est déjà plus cohérent que ce qui se passe en ce moment à Lyon. À Lyon, c'est vraiment, ça va être compliqué. Donc Marseille, on verra, mais pour l'instant, de ce que je vois d'un œil extérieur, c'est très intéressant et ça bosse bien, quoi. Non, mais ça va être compliqué de toute façon parce que juste pour terminer là-dessus, je pense que de toute façon tous les clubs, Lille va y avoir aussi du changement avec ce qui s'est passé au niveau de l'arrivée d'Olivier Létang, du départ de Gérard Lopez et le club qui doit rapidement faire rentrer de l'argent pour rembourser son prêt. Monaco, depuis l'arrivée des Russes, on sait pas tellement, on sait jamais tellement à quoi s'attendre l'été. Ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Lyon, deuxième année sans Coupe d'Europe, enfin deuxième année sans Ligue des Champions, il va falloir aussi des liquidités. Et le PSG qui, c'est la pire saison depuis l'RQSI, donc va peut-être aussi faire des changements. L'année prochaine, on peut avoir un top 5 qui va être complètement chamboulé. La saison 2017 est peut-être pire quand même, d'un point de vue personnel. Oui, parce que là, en plus, tu as les circonstances atténuantes du Final 8 et des non, mais Covid t'as ça, et puis tu vas même pas en demi-finale avec des champions, quoi, tu vois. Donc là, au moins, t'as ce côté-là avec non, c'est vrai. qui peut te rassurer. On va enchaîner vite fait là, parce que on va passer au trophée après. Leandro, le Stade Rennais qui bat Nîmes 2-0. Pas grand-chose à dire sur le niveau olympique, excepté une barre d'Alain Vie à la 22e minute, je crois, 28e. Ouais. La fin de saison. Tu veux parler de ton cher Rani Assaf vite fait ou pas la peine? Très sincèrement, je crois qu'on va rester Non. sur des mots assez crus, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries, il y en a marre. S'il veut se barrer, qu'il se taille. Moi, personnellement, je m'en branle qu'on soit en Ligue 2, en N1, en N2, rien à faire. De toute façon, je pense qu'il faut recommencer à zéro et nettoyer tout ce qu'on a fait, ces derniers mois. Donc voilà. Donc courage à tous les salariés, courage à tous les joueurs qui ont tout donné jusqu'au bout. Et voilà, contre vents et marées, des fois, ça sert à rien de ramer. Et malheureusement, ça servait à rien. Voilà, fin de saison. Voilà, du coup, le Stade Rennais... du cœur, hein. Ouais, du coup, Stade Rennais, 6ème de Ligue 1, est qualifié du coup pour cette fameuse Conférence League. Le RC Lens en a parlé, du coup 7ème de Ligue 1 après. Une belle saison quand même pour un promu. C'était quand même beau à voir, hein. On a pris du plaisir. On va en parler après, mais Lens a quand même été l'équipe coup de cœur de ce podcast. 8ème, Douma Montpellier, victoire 2-1 face à Nantes. La petite revanche personnelle de Der Zakarian sur Valdemar Kita. On peut parler plus limite de ça que du match, parce qu'en gros... Montpellier ouvre la marque après un penalty repoussé de l'or repoussé par Lafont sur la board. Égalisation de Nantes ensuite, et puis en fin de match, Eli Wahi, beau travail du petit Wahi. Remise en retrait pour Delors qui vient crucifier Lafont et envoyer Nantes au barrage. Ça faisait les bonheurs de Brest, on les a vus sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mettre en bannière Andy Delors, etc. C'est marrant à voir. Génial. Et par contre, règlement de compte entre Valdemar Kita et Derzac dans les couloirs, dans les travées de la Beaujoire, où Kita vient lui dire alors t'es content, et Michel, pour sa dernière, lui dit content pour toi, pas pour le club. Et puis après en conf, il en a remis un taquet. Derzac attendait sa revanche, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, quand Derzac a été licencié de Nantes, après Kita avait comparé une 2 chevaux en signant la Ferrari Ranieri. Voilà, je pense que la Mercedes. Et il a dit Ferrari aussi, il a dit les deux. Hein. C'est ça qu'il enfin bref, de toute façon, Mercedes ou Ferrari, il avait voulu chambrer, il avait voulu humilier son ancien coach, et puis là, le karma s'est occupé de lui un peu tard, mais le karma s'est quand même occupé de lui. Le karma, il prend son temps, lui. Il prend son temps, mais à un moment donné, il vient. Et je vais faire un petit peu mon mea culpa, je pense. J'ai été très dur avec Der Zakarian. Mais là, avec les noms qui sont annoncés, moi je croyais que ça allait être Batles de sûr, mais en fait on se rend compte que c'est pas lui. On sait pas en fait qui va être l'autre coach. On est un peu, on sait pas trop. Ou Dalloglio encore. Mais si c'est Dalloglio, franchement, non quoi. Dalloglio. Ça y est, c'est non maintenant. Oh là. Non, Dalloglio, c'est non. Non, Dalloglio, c'est non. Non, moi je suis pas d'accord. Mais bon, voilà. Je pense que Derzac quand même va nous manquer. C'était un vrai pailladin.
On sait pas, on sait ce qu'on perd en fait, mais on sait jamais ce qu'on gagne. Et là, on sait vraiment pas du tout ce qu'on gagne. Donc bon, j'ai quand même confiance en Laurent Nicolin, hein, il sait ce qu'il fait avec le club. Mais quand même, là, quand je les ai vus, la cohésion qu'il y avait dans le groupe, on ne sait pas trop ce qui va se passer à l'intersaison. Franchement, il y a un peu d'inquiétude et je ne suis pas le seul. Hein, quand je regarde un peu les supporters, on ne sait pas trop aussi. On verra. Donc, on est un peu dans l'incertitude. On ne sait pas qui va être le nouveau coach. On a annoncé que Belhanda allait peut-être revenir. Ouais, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de très bien, le retour de Belhanda, sincèrement. Bon, après, ouais, je sais pas, mais on verra. Mais ça dépend dans quel état d'esprit il est. Mais voilà, oui, non, mais après, c'est vrai qu'on sait pas. Donc voilà, un peu inquiet quand même hein, pour la suite. Surtout que Delors, là, ça y est, il commence à avoir des sollicitations. Il y a déjà une offre qui a été repoussée pour la Board aussi. Et puis on sait très bien que le club va être obligé de vendre vu la crise qu'il y a eu avec le Covid. Donc, alors ça, c'est pas totalement vrai. Hein. Sache que c'est un des seuls clubs qui est sain financièrement, Montpellier. Hein. Oui, mais ils ont dû mettre des fonds propres. Donc forcément, ils vont vouloir récupérer dessous. Non ? Ouais, mais pour le coup, Laurent, c'est pas un mec qui a besoin... Enfin, Laurent Nicolin gère très bien le club, pour le coup. Donc c'est pas... Enfin, Montpellier est pas en crise à être dans l'obligation de vendre, quoi. Après, bon, par exemple, Laborde qui a 1 an de la fin de son contrat, si tu reçois une bonne offre, t'aurais tort de t'en priver, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais voilà, on verra. En tout cas, c'est vrai que Derzakaran va être manqué. Ça, c'est sûr. Maintenant, on attend vraiment avec beaucoup d'impatience le nom de son successeur. Et surtout, les recrues, le projet de jeu, qu'est-ce qui va être plus tard, quoi. C'était quand même 4 ans. C'est vrai qu'il y avait une certaine continuité. Il avait réussi quand même à faire de certaines choses. Après, c'est vrai que moi, j'étais un peu impatient parce que j'aurais bien aimé être en Conference League cette année. Ça l'a pas été. Un peu de déception. Donc, mais quand même, voilà. Petit mea culpa quand même sur Derzakarian. Je tenais à le faire pour pas qu'il soit énervé contre moi quand même. C'est bien. Il te pardonne. On enchaîne du coup. Nice 9ème de Ligue 1. Saison compliquée pour les Aiglons, mais au final, dans le top 10, c'est clairement pas ce que attendait Ineos, mais au moins ça fait rentrer un peu plus d'argent dans les caisses. Le FC Metz, du coup, 10ème de Ligue 1, après, 2 tiers de championnat très bon. Ils ont un peu lâché à la fin, c'était plus dur pour les Grenats, mais bon, le match a été assuré. Saint-Etienne 11ème, alors Saint-Etienne qui finissait fort, et au final, Landreau, ils ont quand même réussi à perdre contre Dijon, c'est fort ça. Bah ouais, votre collègue Etienne Green, hein. Il a arrêté un penalty encore, non? Ouais, si je me trompe pas. Pris deux. Et convoqué avec les espoirs. Non, ils en ont pris qu'un, Landreau, il y a eu que 1-0, hein. Il arrête un penalty quand même. Ah ouais, attends. Bah oui, il y a 15-0. Tu vois, t'es de mauvaise foi. Non, mais je suis de mauvaise foi. C'est vrai que le penalty à la base. C'est vrai qu'à la base, je croyais que le penalty il avait été marqué. Mais non, ils sont. Mais même là-dessus, ils arrivent à rater un penalty. Dijon, c'est trop grave. Mais non, Etienne Grid l'a arrêté. Le but de Camara, là, le but de Camara, quand même, c'est un truc très 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 châteux. Ça, on va pas se mentir. Mais ça m'a rappelé d'ailleurs le but de Camara. C'était un peu comme le but de. Comment il s'appelle là? De Bourigeaud contre Nîmes hier. Un petit de ballon qui revient sur lui, frappe sèche. Et mais non, mais d'accord, mais ils ont réussi à perdre contre Dijon, c'est tout ce que je retiens. On va enchaîner du coup Bordeaux. Alors Bordeaux quand même, il n'y a pas aussi longtemps que ça, on avait peur pour eux. Et au final 12ème de Ligue 1. Alors tout est très serré, donc forcément faut pas s'attarder là-dessus. Mais 12ème de Ligue 1, c'est plutôt un bon résultat quand même quand on voit où ils étaient il y a encore quelques semaines. Sur les 4 derniers matchs, il y a quand même 3 victoires. Donc Jean-Loup Gasset a réussi à remobiliser ses troupes dans un climat austère et quand même compliqué avec le départ de King Street. Vite fait, je sais pas si vous avez vu les déclats de Yacine Adli à la fin, qui était quand même assez marrante. Je sais pas si vous avez entendu. Ouais, j'ai vu. Où il dit c'est bien, on finit 12ème, en ce moment le club compte tous les sous, donc on va peut-être être payé au mois de juin. J'ai trouvé ça super bon. C'est l'un des mecs les plus kiffants à voir en conférence de presse ou derrière un micro, Yacine Adli. Il est nature, quoi. Mais du coup, ça m'a fait marrer, je voulais en parler. 13ème, du coup, l'Angesco, la Juve bretonne presque. Proche de l'exploit, en même temps si loin. 13ème pour la dernière de Stéphane Moulin, voilà. 14ème, le Stade de Reims, qui a perdu du coup contre Bordeaux 2-1 hier. Pareil, dernière de David Guillon. 14ème, c'était une saison quand même compliquée pour les Rémois. Du moins la première partie de saison. Mais bon, au final, ça se maintient toujours.
15e, le Racing Club de Strasbourg de Titi Lauré, un club aussi qui a changé d'entraîneur cet été. Ça fait 3 d'affilée quand même, enfin, entre Angers, Reims et Strasbourg. Et Montpellier. Oui, non, mais là je te parle au classement, là, 13, 14, oui. 15, ça change de d'entraîneur. coach. Il va y avoir une petite valse des coachs intéressante. Reims d'ailleurs a fait confiance à Oscar Garcia, on l'a pas dit, mais ce sera Oscar Garcia le prochain coach. Et Angers, Gérald Baticle. Du coup, 15e Strasbourg, 16e Lorient, les deux clubs se sont neutralisés 1-1 pour s'offrir mutuellement le maintien, on va dire. 17e, du coup, le Stade Brestois. On a dit tellement de bien en première partie de saison que la deuxième partie de saison c'était beaucoup plus compliqué. Ça sortait voilà. bien, hein. Ça aurait pu tourner au drame. Ouais, bah, ils peuvent remercier Montpellier et Andy Delors, hein, comme ils le font depuis presque 24 heures maintenant. 18e, Nantes, barragiste avec 40 points. Ça va être une belle double confrontation face à Toulouse, Maxime, hein, n'est-ce pas? Bon, bah, Maxime a pas envie de parler de Toulouse. Visiblement, Toulouse, Maxime ça va veut être plus parler de magnifique. Toulouse. Parce qu'il y a Alban Lafont qui est formé à Toulouse, qui va revenir à Toulouse, qui est le gardien de Nantes. Enfin bref, ça va être. T'aurais pas vu ça sur un tweet du super compte AS Foot? Eh ben non, j'ai pas vu ça sur AS Foot, mais j'y ai pensé, mais bien sûr, AS Foot c'est un super, c'est génial AS Foot. Hein. Bon, on va arrêter, on va éviter que Leandro fasse des pubs là. C'est de produit là, c'est bien. Non mais ou pas? oui, on t'entend Maxime là. Ah pardon, ok. Désolé. Du coup, je te disais, Nantes-Toulouse, ça va être intéressant à suivre quand même. Ouais, non mais exactement. Bah du coup, j'avais commencé dans le vide. Mais ouais, ça va être intéressant parce que bon, pour moi, cette année, le point faible du FC Nantes, c'était la défense. Clairement, quand tu vois des Charles Traoré titulaires, des Denis Sapias, c'est. Ah, Lafont, il a pas été rassurant non plus. Hein. Oui, aussi, mais pour moi, c'est pas Lafont à le niveau Ligue 1, tu vois. C'est pas pour moi le point faible du FC Nantes. Et quand on regarde la saison de Toulouse en Ligue 2, ce qui fait leur force, c'est une animation offensive portée par un Amin Adli qui a été incroyable. Même au milieu de terrain, on peut citer Manu Koné qui va signer à Gladbach, mais qui à mon avis va pas rester longtemps là-bas parce que il est incroyable. Et même devant, tu as des Vakoun Bayo qui peuvent faire mal à la défense nantaise, Rissili, le Gallois, enfin. Ça va être une belle opposition. C'est quoi ton chrono là sur les qui tu vois difficile à dire, mais franchement, je vais pas m'avancer, mais juste pour une stat, c'est depuis que les barrages comme ça ont été mis en place, aucune équipe de Ligue 2 n'est sortie vainqueur, quoi. Donc, est-ce que Toulouse va réussir cet exploit? S'il y en a une qui peut le faire, je pense que c'est Toulouse. Je pense que c'est Toulouse, effectivement. Je pense que c'est Toulouse et je pense surtout que c'est une équipe entraînée par Antoine Comboré qui peut mettre fin à la statistique. Non, je t'aime, Lucas, je t'aime. C'est même pas forcément pour le tacler, mais c'est vrai que mine de rien, les dynamiques, c'est horrible. La pêche, c'est le combo haricot. Hein. Ouais, en plus, et il a envoyé justement, il a envoyé 2 équipes en Ligue 2 et là c'est, j'ai peur que ça tourne pas dans leur sens. Après, c'est un match aller-retour et c'est vrai que c'est quand même à l'avantage de l'équipe de Ligue 1, mais Toulouse, c'est l'équipe de Ligue 2 que j'ai le plus vu. Alors pourtant, je rate pas la Ligue 2 et c'est vrai que c'est notamment justement pour Amin Adli que je les ai suivis et. Ah oui, c'est le scouting. Le scouting de Zor là pour l'OM quoi, c'est pour ça qu'il c'est ça. Exactement, je suis le bras droit de Pablo. Non mais franchement c'est un super joueur et c'est une équipe en fait qui tourne bien mieux que Nantes. Et c'est après Nantes ces derniers temps ça tournait pas trop mal. Et Nantes c'est cruel mais on en a pas parlé, mais juste après le deuxième but de Delors, il y a une situation penalty pas penalty qui est plus litigieuse. Comment? T'es dans ta carte, Max, ton son est chelou. Ouais. Ah merde. Hein vous m'entendez là? On t'entend bien. C'est mieux. Essaye de qui? Non, on t'entend avec un écho. Reviens si tu veux. Ah merde. Juste pour du coup même avec un écho, désolé, mais il y a une situation de pénalty litigieuse sur une faute de Marty de Coco et la saison de Nantes peut tourner à ce moment-là. Hein. Ouais, bah mais c'est sûr qu'ils sont quand même bien mieux. Ils ont enchaîné 4 victoires consécutives. Mais ouais, j'ai envie de penser que c'est Toulouse qui va casser la stat. Et bah écoutez, on verra bien. Max, on s'entend écho.
Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'espère, d'un point de vue déplacement l'an prochain, que ce sera Toulouse qui restera en Ligue 2. Mais d'un point de vue jeu, etc., j'espère que Nantes descendra. Ce serait plus que mérité pour Toulouse, sincèrement. Bah, honnêtement, on souhaite du mal à personne, mais on a vu à des équipes, pour certaines équipes récemment, faire une descente en Ligue 2, ça pouvait faire du bien. Et si ça peut, d'ailleurs, je disais sur les réseaux, c'est vrai qu'il y a limite une division entre certains supporters qui se disent, est-ce qu'il vaut mieux pas descendre, enfin se débarrasser de Kita, que rester et repartir sur une année où ça va jouer le maintien, il va y avoir des changements de coach, enfin, je sais pas, moi je pense que... On n'est même pas sûr qu'il y ait un changement de coach, hein, parce que si Comboiré... Si Nantes se maintient, Comboiré... Bien sûr, ah non, mais bien sûr, c'est... mais ça t'obligera en tout cas à changer. Enfin, je pense que n'importe qui se dirait il faut que je change quelque chose quand même dans ce projet. Ça fait des années que tu galères, que tu changes de coach tous les 2 mois, et là cette fois-ci, ça y est, t'es enfin sanctionné, tu vas en Ligue 2. Enfin, je pense qu'il y aura du changement, mais après, oui, ce serait dramatique. Tu descends en Ligue 2, tu te tapes encore Kita et tu vends tous tes joueurs, bah là, ça y est. C'est la fin des haricots. Ouais, c'est même pas sûr que Kita parte en cas de descente parce que il a déjà accompagné le club en Ligue 2. Hein. L'année où il remonte, c'est quoi, 2013 avec Monaco, Kita était déjà président du club, tu vois. Donc c'est même pas sûr que si Nantes descend en Ligue 2, Kita s'en aille. Et là, ça peut être un peu la double peine, quoi. Oui, sauf que là, l'ambiance, elle est quand même assez tendue du côté de Nantes et... Ouais, c'est sûr, mais dans tous les cas, si Nantes descend, ça fera un club historique du football français qui retombe malheureusement en Ligue 2, quoi. Ah non, mais ce serait dramatique, mais après, est-ce qu'honnêtement on se réjouit de voir, c'est tant mieux de voir Nantes et Bordeaux... Pour Nantes, ça fait chier, pour Kita, non. Mais c'est exactement ça. Moi, le seul truc, c'est que je trouve horrible de suivre année après année Bordeaux et Nantes en Ligue 1. Pour eux, c'est dramatique ce à quoi on assiste quand même depuis plusieurs années. Et je pense que des fois, ça passe par un drame. Ça peut être une descente ou alors vraiment virer tout le monde. Mais le seul truc, c'est que il y a des gens qui sont installés depuis longtemps et ils n'ont pas prévu de partir, a priori. Ce qui est dommage surtout, c'est que quand on voit les exemples, par exemple, de Auxerre, on a eu Le Mans à un moment donné, on a eu aussi, il y a Caen. Voilà, c'est des clubs un peu qui étaient habitués justement à ce que tout se passe bien, et là on en est là et c'est pas, ils arrivent pas à remonter, quoi, donc c'est inquiétant. Ouais, non, ça va être quand même intéressant à suivre, et c'est vrai qu'il y a un club français enfin, Nantes peut être en danger. Toulouse, on a vu quand même qu'une saison en Ligue 2, ils ont réussi à vite refaire l'ascenseur et jouer la montée. On va voir ce que ça comment ça se termine, et puis enfin on va parler des deux relégués, du coup, Nîmes et Dijon. Nîmes 19e avec 35 points, Dijon dernier avec 21 points. Voilà. Dijon a déjà commencé son mercato d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, avec le bilan, etc. On veut vite se relever de cette déception, et ça va être quand même compliqué de... Ils veulent prendre Roca, l'OM aussi. Ouais, j'ai vu, ouais, mais ça va être compliqué quand même en Ligue 2 là de se relever très vite. Hein. On va voir ce que ça donne de toute façon, mais bon. Moi je pense que pour Nantes en soi, c'est un peu comme pour Nîmes. Hein. Je pense que pour arrêter l'hémorragie qui vient année après année, continue de grandir, à un moment donné il faut repartir à zéro, tu vois. Et pour repartir à zéro, il faudrait, malheureusement, je pense que Kita se casse et que les choses changent, quoi. Mais bon, je sais pas, on va voir ce que ça donnera de toute façon. Écoutez, on va vite fait passer à l'équipe type de la 38e journée avant de passer au trophée MIF Awards, comme l'a dit Doumam. Alors là, Leandro, tu peux être content, il n'y a pas d'Etienne Green dans l'équipe type. C'est beau, c'est bien les MIF Awards, c'est pas les MILF Awards. Donc, non, mais là, on n'est même pas dessus encore, on est sur la 38e journée, là, Leandro. Là. Oui, c'est vrai, ça. Vas-y. Qui t'a encore avancé. Mais écoute, il n'y a pas de Nîmois non plus, je suis désolé, mais en même temps. Gros, il n'y avait pas match, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, dans les cages, Keylor Navas. Latéral droit, Youssouf Sabali. En défense centrale, Chaloba et Kwateng. Latéral gauche, Hassan Kamara, évidemment. Au milieu de terrain, on retrouve un double pivot d'anciens parisiens, Yacine Adli et Boubakary Soumaré. Sur les côtés, entre El Di Maria et Benjamin Bourigeaud. Et enfin, en pointe, on retrouve une petite doublette assez sympathique, on va dire. C'est Amine Gouiri et Jonathan David.